Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Comme vous le savez, chaque semaine avec Rudy Reichstadt, fondateur et rédacteur en chef de Conspiracy Watch, et Tristan Mendès France, maître de conférence à l'université, observateur du numérique et chroniqueur à France Inter, nous analysons l'actualité du complotisme et de ses implications sur la démocratie. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour Tristan. Salut. Alors Tristan, est-ce que tu as des nouvelles sur le front de la réapparition de JFK Junior ? Bah oui, on commence à en parler quasiment chaque semaine maintenant. Bah oui, il y a une centaine de QAnon qui se sont réunis hier sous un pont à Dallas, dans l'attente du retour fantasmé de JFK ou JFK Junior. Et tout ça mené par un individu dont on va probablement entendre parler si ce mouvement se perdure un peu dans le temps, qui s'appelle Négative 48, qui est un gars totalement exalté, et qui, avec sa chaîne Telegram, a réussi à rameuter toute cette masse d'individus assez régulièrement, donc à Dallas. Je crois qu'on est peut-être au début du commencement de la naissance d'une religion, d'une chapelle religieuse dans l'attente du sauveur JFK ou JFK Junior. Mais rassure-nous, il est arrivé, ils sont arrivés hier, ils sont venus. Toujours pas. Alors que c'était un éphéméride hier. C'était oui. l'anniversaire de la mort de ouais. C'est ce qu'ils attendaient, effectivement. En tout cas, si se manifeste d'une manière ou d'une autre, je serai le premier à venir en faire un sujet spécial ici. Écoute, merci Tristan, on compte sur toi. Alors, 5e vague oblige, vous le voyez, on porte les masques aujourd'hui, c'est les gestes barrières, respect des gestes barrières. On les portera jusqu'à la fin de ce pic épidémique. Cette semaine, nous accueillons Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors tu as 39 ans, tu es diplômée de l'université Marie Curie, de l'école normale, de l'école des mines, et tu vis entre la France et les États-Unis. Tu as surtout fondé 2 entreprises, l'une spécialisée dans les algorithmes, qui s'appelle Silico Veritas, et une autre spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour détecter plus rapidement et plus précocement le cancer du sein. Tu es aussi l'autrice de 2 ouvrages, De l'autre côté de la machine, qui était paru aux éditions de l'Observatoire et qui est aujourd'hui en livre de poche, et de ce nouvel ouvrage, Les algorithmes font-ils la loi, qui est paru à la rentrée aux éditions de l'Observatoire. Alors, nous parlerons en détail de ton livre, comme à chaque fois dans la seconde partie de l'émission, mais n'hésite pas à intervenir sur les sujets de l'actualité autour du complotisme que nous allons aborder avec Tristan et Rudy. Alors, premier sujet qu'on avait envie d'aborder cette semaine, alors que l'épidémie connaît un nouveau pic, nous en parlons il y a quelques instants. Tristan, est-ce que toi, tu as observé dans ton analyse du net ces derniers temps de nouvelles théories complotistes qu'on n'avait pas vu venir forcément autour de l'épidémie ? Alors autour de l'épidémie, c'est ce j'avais déjà évoqué peut-être la semaine dernière, c'est la passerelle qui existerait un peu entre les discours complotistes autour de l'épidémie du Covid et les discours complotistes qui apparaissent autour du climat. Et on a vraiment vu une sorte de convergence entre ces deux complotismes, avec des échanges de vocabulaire, mais je ne vais pas répéter ce que j'avais dit la semaine dernière là-dessus, des échanges de vocabulaire comme le terme dictature sanitaire ou qu'est-ce qu'il y avait, dictature sanitaire ou dictature climatique, confinement climatique aussi qui est utilisé. Donc bref, il y a une sorte de convergence qui semble vraiment s'installer avec une viabilité qui dépendra évidemment des contraintes liées au climat dans les semaines ou dans les mois qui viennent, quoi. Et dans ce que tu observes, est-ce que le mouvement anti-vax, anti-pass reprend vraiment de la force et de la vigueur aujourd'hui alors que la 5e vague arrive ? Alors, je crois que le complotisme en général et le complotisme sanitaire en particulier est indexé à la crise sanitaire. C'est assez simple. Donc en gros, plus il y a d'excitation, plus il y a de couverture médiatique, plus il y a d'inquiétude. Là, toutes les séquences d'actualité qu'on peut avoir aujourd'hui en Guadeloupe, les mouvements violents qu'on constate en Europe sont évidemment repris par les médias et sont des supports, encore une fois, d'excitation de tous ces discours complotistes. Donc c'est clairement indexé à la crise sanitaire. Alors Aurélie, est-ce que tu voulais réagir sur cette question ? Est-ce que, selon toi, le pouvoir des algorithmes peut finalement accentuer la propagation des idées anti-vax, anti-pass sur ces thématiques-là ? Alors, d'une certaine manière, oui, parce que même si quand Rudy dit justement que les gens qui, par exemple, écoutent Philippe de Villiers sont des gens plutôt déconnectés, on sait aussi que chez les jeunes, il y a une grosse fragilité de leur esprit critique parce qu'ils utilisent des outils de type réseaux sociaux pour s'informer et n'utilisent quasiment pas les médias traditionnels, les médias historiques tels que la presse ou autres. Et donc forcément, ces jeunes-là sont davantage sensibles en fait à ces outils et à leurs effets de bulles et autres et de propagation de fake news
dû au fonctionnement algorithmique de mise en avant de ces contenus et qui viennent favoriser en fait un modèle économique de ces plateformes. Donc oui, les algorithmes quelque part vont favoriser la mise en avant de fake news parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'algorithmes sur les réseaux sociaux, mais il y en a un certain type qui va mettre en avant, qui va hiérarchiser le contenu, qui va mettre en avant des contenus qui sont davantage partagés, aimés, commentés sur des temps courts et massivement, et donc c'est propre au contenu transgressif, polémique, et donc aux fausses nouvelles aussi. C'est-à-dire ceux qui affichent un taux d'engagement exactement, important. Voilà. Deuxième sujet que nous voulions aborder cette semaine dans la série « Le complotisme est une matrice intellectuelle qui rapproche les contraires », l'ISD vient de publier un rapport édifiant intitulé « Salafisme and Alt-Right Online Subculture » qui s'intéresse en profondeur sur les passerelles entre l'islamisme radical et l'ultra-droite. Ce qui est intéressant notamment dans ce rapport, c'est la façon dont les tenants de l'islamisme radical empruntent au mouvement d'extrême droite les mêmes. Pepe the Frog, Wojak par exemple, mais aussi leurs plateformes comme Discord ou TikTok. Alors Tristan, je crois que tu t'es penché en détail sur le sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce rapport et ce sur quoi il est intéressant de s'arrêter ? Oui, c'est de façon générale. Disons que ce rapport, moi, m'intéresse parce qu'il évoque, mais c'est une partie du rapport, notamment le véhicule des mèmes. Comme, disons, encapsuleur de propagande extrémiste, de propagande haineuse, mais aussi de propagande complotiste. C'est souvent absolument lié. Et ce qui est effectivement assez fascinant dans ce rapport, c'est les exemples qu'il montre de mèmes qui sont utilisés de part et d'autre, c'est-à-dire qui ont pu, disons, infuser dans le milieu de l'alt-right américaine ou dans l'extrême droite en général, des références, tu disais à l'instant, Pepe the Frog par exemple, et qui va être récupéré par ces jeunes militants islamistes radicaux, à la fois pour exciter leur propre base, mais pour parler le langage des jeunes qui sont en ligne et qui consomment ce type de contenu. Les mèmes sont un langage quasi universel. Alors certains sont adossés à du texte, donc il faut traduire, mais certains sont tout simplement des imageries, simplement, qui sont consommables par tout un chacun et qui sont notamment particulièrement consommés par les jeunes générations. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au-delà de ce rapport de l'ISD, il y a d'autres enquêtes qui ont pu être faites, notamment sur les stratégies de certains groupes néo-nazis qui vont essayer de s'adresser vraiment cette fois-ci sur Instagram, vraiment aux plus jeunes, presque des gens qui peuvent avoir 13, 14, 15 ans, et qui vont utiliser encore une fois le véhicule des mèmes, ce côté attractif, ce côté visuel, ce côté toujours un peu décalé, marrant, un peu de troll, de clin d'œil, mais compréhensible. Avec une cible générale, c'est ce qui d'ailleurs relie toutes ces différentes mouvances idéologiques, même quand elles sont opposées les unes aux autres, c'est les cibles. Et les cibles qu'elles attaquent en général, il y en a, disons, 3 ou 4 basiques, que ce soit l'extrême droite la plus radicale, les néo-nazis, aux islamistes radicaux les plus convaincus. Ça va être la communauté LGBT+, ça va être le féminisme, ça va être la décadence de l'Occident, ils ne vont pas la critiquer, mais ils vont considérer qu'il y a une décadence de l'Occident, et évidemment les Juifs. Donc là, c'est des cibles qui sont communes. Et donc c'est assez déroutant, je trouve, fascinant de voir encore une fois que ces mêmes sont les nouveaux véhicules de discours complotistes, de propagande complotiste, et que cette stratégie est assez efficace, encore une fois, parce qu'elle s'adresse aux plus jeunes, aux primo-arrivants dans ce marché de l'information travaillé par les réseaux sociaux, et plus on les prend tôt, plus on a des chances de les influencer à, disons, moyen-long terme. Est-ce que vous diriez tous les deux ou tous les trois que ce rapprochement des extrêmes, quelque part, a une matrice intellectuelle qui est la dynamique complotiste ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs effets ? C'est un des facteurs. En tout cas, il y a une corrélation qui est assez bien identifiée dans la littérature savante sur le sujet entre extrémisme, radicalité politique et adhésion à une vision du monde conspirationniste. Ça, on le sait assez bien. Et sans doute pour plusieurs raisons, là aussi, c'est jamais monofactoriel, monocausal, mais notamment le fait que lorsqu'on est aux deux extrémités du spectre politique, on a tendance à se sentir exclu du jeu politique, et donc de considérer que finalement, l'enjeu est pas, on ne se représente pas le rapport de force sur un axe droite-gauche, mais plutôt sous la forme d'un ensemble système-périphérie. Et on se situe à la périphérie, on se dit notre ennemi commun, du coup, c'est le système. La démocratie parlementaire, par exemple, etc. Donc,
Oui, c'est pas étonnant de trouver des passerelles et de voir que la pensée, la vision du monde conspirationniste peut être une passerelle et partager des représentations symboliques communes, aussi bien à l'extrême droite, identitaire ou dans la sphère islamiste, etc. C'est des choses qu'on a déjà vues. Alors, juste une chose pour Aurélie. Là, dans un des papiers que j'ai pu lire justement sur la propagande des néo-nazis sur Instagram, les différents analystes chercheurs qui évoquaient ce sujet-là expliquaient que donc, les mèmes étaient des trucs assez attractifs sur lesquels on peut cliquer et qu'il suffisait que un de ces jeunes clique une fois sur un des mèmes qu'il voyait passer sur son feed pour que tout de suite les algorithmes... ça envoie des signaux aux algorithmes que ce type de contenu pourrait peut-être l'intéresser et commencer à lui ouvrir des voies assez toxiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment éventuellement marchent les algorithmes du moment quand on marque un intérêt pour un contenu qu'on voit passer sur son feed, quoi. Le fait de cliquer une fois sur le contenu m'étonne. Ouais. Parce qu'un algorithme a besoin d'occurrence d'actes pour pouvoir justement détecter un signal fort de la part de l'utilisateur en question qui va cliquer plus d'une fois sur ce contenu. Et en l'occurrence, si je ne connais pas les algorithmes de ces réseaux, mais je peux imaginer que ces algorithmes vont être utilisés en fait chaque contenu en fait est classé d'une certaine manière. Tu vois, il est classé en fonction du type du compte qui va le publier, des tags possibles de ce contenu, etc., voire d'éléments visuels. Et donc, en effet, si un utilisateur, si toi tu cliques sur un contenu, tu peux éventuellement en avoir un autre qui va t'être proposé dans un laps de temps certain, tu vas recliquer dessus, donc tu vas avoir un effet boule de neige, un effet exponentiel. Mais ce n'est pas un clic qui va générer l'effet. Ça, j'ai du mal à le croire. D'accord. Je vois pas comment. Enfin, tu pourrais, mais à ce moment-là, ça veut dire que tu l'explicites dans l'algorithme, tu vois. Donc, je vois pas trop... oui. Par contre, pour reprendre ce que disait... Je trouve intéressant ce que dit Rudy, c'est que sur les extrêmes, si je peux reprendre là-dessus, je trouvais ça intéressant parce que sur les extrêmes, moi, ce que je vois, en fait, c'est le fait que les extrêmes ont toujours un bouc émissaire. Et qu'autour de ce bouc émissaire, ils créent toujours des croyances. Et ces croyances rassurent parce que vu qu'elles ne s'appuient pas sur quelque chose de rationnel, les gens, en fait, et sans aucun jugement de valeur, tu as un effort intellectuel moindre à faire lorsque tu es face à une croyance par rapport à une connaissance. Et la croyance rassure. Et c'est pour ça qu'on a tous, me concernant, j'ai un caractère spirituel aussi, parce que les croyances te rassurent aussi. Mais je pense qu'il y a ce point commun des extrêmes, que ce soit extrême gauche, extrême droite, qui va être justement la création d'un bouc émissaire et d'une croyance autour. Et là, tu dis qu'en gros, il y a une fonction psychologique, de réassurance, et en même temps une paresse intellectuelle. Ouais. Mais de la part de ces partis aussi, d'ailleurs, des gens qui sont plutôt dans les extrêmes, très extrêmes, en fait, il y a aussi une sorte de... Parce que c'est facile de trouver un bouc émissaire et de créer des croyances autour et puis sans véritablement... de ramener des problèmes complexes à des figures de détestation, de répulsion. Oui. Et puis il y a des choses simples, je reviens encore une fois sur les mêmes, mais les mêmes, c'est finalement très économique. Exactement, en termes de... Et ça marche. De narratif. Avec des raccourcis dingues. Des raccourcis qui peuvent être extrêmement efficaces et qui résonnent évidemment avec cette simplification, encore une fois, que promeuvent un peu ces extrêmes. Et puis finalement, la cible, je pense que ça c'est important. Parce que qui dit cible, d'abord, si on a une cible, c'est qu'on explique une situation. C'est qu'on a identifié des acteurs de quelque chose qui nous pose problème. Et quelque chose qui peut être faux, ça peut être l'inquiétude sur le virus. Bref, quand on met une cible, on explique forcément. Ça donne du sens. Ça donne du sens, Oui. Alors, troisième sujet sans transition de la semaine, l'actualité de la semaine, c'est ces complotistes qui peuvent être condamnés, notamment avec la condamnation du complotisme américain Alex Jones. Alors, souvenez-vous, Alex Jones avait affirmé que la tuerie de l'école primaire Sandy Hook, qui avait fait, souvenez-vous, 26 morts et dont 20 enfants, avait été une mise en place par le gouvernement américain afin de retirer aux Américains le droit constitutionnel de posséder une arme à feu. Alors récemment, un juge du Connecticut a estimé que Jones, qui est connu pour ses théories du complot et ses fausses informations, était responsable d'avoir dit cela et a été condamné. Il va devoir maintenant déterminer, le juge du Connecticut, à combien Alex Jones va être condamné. Il n'a pas encore... combien le montant des dommages et intérêts, voilà, exactement. Et donc, Rudy, je voulais que tu reviennes un petit peu sur le profil d'Alex Jones et aussi peut-être d'autres complotistes qui ont été condamnés récemment. Oui. L'autre condamnation, pour en parler, c'est celle de Jacob Chansley, connu aussi sous le nom de Jake Angeli ou de QAnon Shaman.
Et c'est celui Shaman, c'est celui qui était au Capitole le 6 janvier dernier. Voilà, avec une tête un truc de bison, etc. Et qui avait quand même laissé une petite note sur le bureau qu'il avait investi à destination de Mike Pence, le vice-président, qui était considéré par les pro-Trump à ce moment-là comme un traître, comme quelqu'un à passer au peloton d'exécution, en disant la justice passera, t'inquiète pas, on t'oubliera pas, enfin quelque chose de cet ordre-là. C'est qu'on est à 3 ans et demi de prison quand même. Pour ça, il regrette quand même. Il a... Prison ferme. Je crois. Oui, c'est prison ferme. C'est pas la même justice. Et il y aura peut-être des remises de peine, choses comme ça. Mais en tout cas, bon, voilà, il a fait acte de contrition. Il faut aussi le signaler. Pour revenir sur Alex Jones, il s'est pas contenté de dire ça, c'est-à-dire de remettre en cause la réalité du massacre de Sandy Hook. Ce massacre de Sandy Hook, c'est en décembre 2012. C'est des années et des années de théorie du complot, très régulièrement, voire quotidiennement, expliquant que les parents de ces enfants étaient des acteurs, des comédiens, qu'ils jouaient la comédie, qu'ils intoxiquaient le monde entier. Tout ça pourquoi ? Pour remettre en cause le deuxième amendement qui permet aux Américains de s'armer. Ça a tellement bien marché qu'en 2021, deuxième amendement, il ne s'est jamais aussi bien porté, qu'on a toujours évidemment le droit de s'armer aux États-Unis avec des armes automatiques notamment. Donc la justice a considéré qu'il était responsable civil et il est poursuivi par plusieurs familles de victimes, dont il faut aussi rappeler que ces enfants assassinés, donc les partisans d'Alex Jones considèrent qu'ils n'ont jamais existé, que tout ça est une mise en scène, et ça va jusqu'à des actes de vandalisation de plaques commémoratives, etc., en expliquant que les parents mentent, quoi. Donc il y a une très grande violence, en fait. C'est pas juste une petite histoire rigolote, en fait. Bien sûr. C'est une théorie du complot qui a des effets vraiment dramatique. Oui, et du harcèlement pour les parents qui ont dû, pour certains d'entre eux, déménager pour fuir les attaques, les harcèlements quasiment quotidiens. Voilà. Certains ont, je crois, même perdu leurs problèmes d'emploi parce qu'ils s'attaquaient vraiment à tout le réseau familial autour des victimes. C'est ça. Et ce qui est assez effarant avec ça, c'est que c'est terrible, c'est absolument terrible. On en avait parlé lors de notre épisode sur Complorama, sur complotisme et terrorisme. Mais on a des victimes qui vivent le pire, et on a des entrepreneurs du complot qui font perpétuer dans le temps l'horreur qu'ils ont vécue. L'entretien les ramène, et c'est terrible. On a eu un témoignage notamment d'une personne au Bataclan qui nous expliquait que c'est déroutant pour les victimes d'être confrontées à cela. C'est double peine, quoi. C'est véritablement une double peine. Et Alex Jones est un entrepreneur, un millionnaire. Et pendant des années et des années, et l'empire médiatique qu'il a construit s'est fait en partie sur ce type de narrative complotiste. C'est un empire digital qui pèse plusieurs millions de dollars, voire, puisqu'il y a aussi ces chiffres-là qui circulent, des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc c'est considérable, l'entreprise d'Alex Jones. Et il pouvait se croire protégé par le premier amendement, celui sur la liberté d'expression. Là, en l'occurrence, ces thèses-là finissent par avoir des effets concrets, et donc il doit quand même être responsable devant la justice américaine. Donc c'est la preuve qu'on ne peut pas complètement tout dire quand même, y compris aux États-Unis. Dernière petite chose sur Alex Jones, là, ça vient je crois que c'est tombé aujourd'hui ou hier. Il est assigné dans l'enquête sur le 6 janvier, parce qu'évidemment, il était présent à vociférer le 6 janvier. Financé. Ouais. Et donc il est, en tout cas, il est dans la machinerie de l'enquête sur le 6 janvier. On verra si ça lui coûte quelque chose, judiciairement parlant. Aurélie, toi qui vis entre la France et les États-Unis, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet-là, ou plus largement sur l'atmosphère américaine autour des théories du complot ? Je trouve qu'en tout cas, Tristan et Rudy ont une bonne lecture de ce qui se passe aux États-Unis, parce que la liberté d'expression, en tant que Français, les gens ont du mal à comprendre la liberté d'expression aux États-Unis qui est un droit absolu, alors qu'en France, c'est un droit relatif. Donc il y a des différences profondes, c'est qu'aux États-Unis, tu peux tout dire. Par contre, comme tu l'as très bien dit, tu es responsable des conséquences de tes mots. En France, il y a des choses qui ne se disent pas, et on peut, voilà. Donc c'est bien de comprendre ces deux différences, parce que souvent j'entends des Français dire c'est pas normal de dire ça. Je dis oui, mais tu ne réalises pas à quel point la liberté d'expression est un droit absolu. Et vice versa, les Américains qui ne comprennent pas les agissements des Français. Donc c'est bien de distinguer ça, parce que moi, vivant principalement aux États-Unis, j'entends beaucoup de choses sur les États-Unis en France, et parfois très déformées sur ce qui se passe là-bas. On ne va pas parler des sujets, mais bon, il y en a tellement, et où on rentre dans une stigmatisation du pays, alors qu'en fait, c'est une partie du pays qui va agir, penser d'une certaine manière.
Il faut dire que là, Alex Jones, s'il est condamné, c'est pour des plaintes en diffamation. En diffamation, exactement, c'est ce que je l'ai. Là, c'est le droit de la diffamation qui s'applique. Donc, là sûr. aussi, le droit américain met des limites à la liberté d'expression. On peut être nazi aux États-Unis, faire des manifestations nazies, mais si on diffame quelqu'un, on peut avoir à en répondre à la justice. Ouais. Et alors, je crois que tu voulais aussi, Rudy, revenir sur la condamnation de Rémi Daillé. Oui, il y a un très bon papier qui est paru hier dans Libération de nos collègues Maxime Massé et Pierre Plotu, qui ont accès à des éléments du dossier et qui montrent que, en fait, Rémi Daillé avait vraiment organisé une tentative de putsch avec des échanges dans lesquels il est très clair que s'il devait y avoir des coups de feu tirés par les forces de l'ordre, il faudrait riposter. Donc avec très clairement l'incitation à tirer, à user de la violence, et avec des noms de personnalités qu'ils envisageaient de prendre pour cible, notamment Jacques Attali, le ministre de la Santé Olivier Véran, et d'autres, Emmanuel Macron d'ailleurs aussi. Donc on n'est pas là face à juste des pieds nickelés, enfin, sans doute des pieds nickelés, mais qui, dans certaines circonstances, aurait pu provoquer le pire. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Parce que les types sont pas bons, qu'ils ne peuvent pas faire des dégâts. Et ce qui est assez déroutant ou inquiétant avec ce type de symptômes comme Rémi Daillé, c'est que en 2020, quand moi j'ai vu d'ailleurs les premières vidéos de Rémi Daillé, où on le voyait sur fond noir, cravate, en train d'expliquer qu'il allait renverser le gouvernement, voilà son programme, etc. Bon, il y avait un certain buzz, ça prenait un peu en ligne. Il y a plein de gens qui les relayaient, qui en riaient, beaucoup en riaient. Et moi-même, en voyant ça, franchement, pour moi, c'était un folklore. J'étais convaincu que ce mec-là était un mec tout seul, inoffensif, dont rien ne sortirait, que c'était juste un trip égotique d'un individu sur YouTube. On voit après maintenant les enquêtes, et je pense que c'est probablement pas fini, on va voir les développements dans les mois qui viennent, on découvre effaré que derrière ce côté un peu spectacle, vraiment clownesque en ligne, en fait, quand on voit ça en ligne, il ne faut pas se dire c'est juste un gars tout seul dans son salon qui délire, il faut se dire est-ce que ça a une potentialité derrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'agglomérer et se traduire dans le réel par, pourquoi pas, des tentatives de violence, Donc je crois que pour moi, c'est ce que je retire de cette affaire Daillé, c'est que même quand on voit quelque chose de totalement foutraque en ligne, on peut en rire, c'est normal, c'est ce que j'ai fait moi-même en regardant les premières vidéos de Rémi Daillé, mais très vite il faut se dire oui, c'est drôle, mais est-ce que derrière ça peut pas prendre ? Peut-être que ça peut aussi s'appliquer aux fameux manifestations sur JFK Junior et sur ces Quanon qui se manifestent chaque semaine à Dallas. Alors justement, il se trouve que quand je l'ai tweeté évidemment hier soir, parce que quand j'ai vu ces QAnon s'agglomérer, j'ai trouvé ça drôle, mais très justement, on m'a fait remarquer qu'il y avait, je crois, un article de Vice qui s'était intéressé à cette mouvance et qui a constaté que ces gens-là ont des familles. Et que dans les familles, ça détruit certaines familles, des relations familiales, des relations amicales, et que certains des individus totalement exaltés qui sont sur ce pont en attendant JFK sont en fait en train encore une fois, de se monter contre une partie de leurs proches, que ça a des conséquences réelles pour encore une fois, le cercle proche de ces personnes. Donc c'est à la fois drôle, mais c'est en fait assez triste pour les gens qui y sont et leur entourage. Ça revient aussi aux travaux de William Audureau qu'on avait reçu dans le troisième numéro des Conspirateurs. Alors nous parlions de condamnation, de loi et de façon de condamner ou non les complotistes. Ça, c'est une transition toute trouvée pour aborder ton livre, Aurélie. Je rappelle le titre, Les algorithmes font-ils la loi, aux éditions de l'Observatoire. Alors la première question que je voulais te poser avant de démarrer sur la problématique posé par le livre, c'est un petit point sémantique un peu. Quels sont les différents types d'algorithmes dont on parle, explicite, implicite, voilà. Est-ce que tu peux faire un petit point pour nos auditeurs et nos téléspectateurs sur ce sujet? Voilà, exactement, rapidement. Ouais. Vous avez 2 heures. Alors, donc en fait, c'est vrai que je prends le premier chapitre pour une brève introduction à ces notions. Donc en fait, moi, il y a 4 ans, je me suis mise à classer les algorithmes en implicite, explicite pour expliquer aux élèves. Donc explicite, ce sont tous les algorithmes historiques et qu'on utilise encore aujourd'hui, qui sont des algorithmes dans lesquels on va expliciter soi-même, nous concepteurs, scientifiques, ingénieurs,
la logique d'exécution de l'algorithme. Ça peut se faire par des choses très simples comme ce qu'on appelle des structures conditionnelles. Si telle condition est satisfaite, alors j'applique telle action. Puis ça peut se faire par des choses beaucoup plus complexes comme avec des modèles mathématiques. C'est ce que je fais moi par exemple. Et puis on a les modèles. Donc ça, ce sont des modèles qu'on peut expliquer entièrement et qui sont en général calibrés sur des jeux de données. Calibrés voulant dire qu'ils ont des paramètres qui sont des constantes que l'on va identifier, optimiser sur un jeu de données. Et puis on a les algorithmes implicites qui sont des algorithmes en fait de machine learning, d'apprentissage machine, dont la logique est définie implicitement par entraînement sur des jeux de données représentant les scénarios sur lesquels l'algorithme va répondre à une question ou résoudre un problème. Et donc les différences sont importantes à comprendre entre les deux, puisque alors que l'algorithme explicite, tu peux définir entièrement la logique puisque c'est toi qui la donnes, dans l'algorithme implicite, tu vas en comprendre une partie, tu peux aussi appliquer des méthodes de calcul qu'on appelle des calculs d'explicabilité, c'est vraiment le cœur du livre, pour aller extraire une partie plus importante de sa logique de fonctionnement. Donc on pourra en reparler, mais ça s'applique à différents niveaux du développement algorithmique, pour justement extraire la logique, de maîtriser pas mal de paramètres de cet algorithme et d'anticiper des erreurs ou des cas de discrimination technologique et autres. Donc voilà comment je classe, moi, implicite, explicite. Alors dans ce livre où tu détailles toutes ces thématiques, il y a une exergue du livre qui m'a interpellé et qui je trouvais résonner avec la logique complotiste. L'exergue du livre, c'est « If you can't explain something in simple terms, you don't understand it ». Donc si tu ne peux pas expliquer quelque chose en termes simples, ça veut dire que tu ne le comprends pas. Est-ce que ce qu'on peut appliquer peut-être aux algorithmes est applicable au complotisme selon toi ? Moi, je pense que... Alors, c'est marrant parce que cette phrase, donc, c'est Richard Feynman qui l'a dit, qui n'est plus vivant aujourd'hui, mais qui est professeur de physique, qui était professeur de physique et nobéliste. On dit nobéliste, ouais, c'est ça. Enfin, qui a eu le prix Nobel. Prix Nobel, pardon. Et en fait, c'est une notion qui a été reprise par pas mal d'autres intellectuels, hein, même dans la littérature, pour dire tout simplement que, et moi j'en suis persuadée, c'est que quand tu comprends une notion, comprendre, c'est prendre pour soi, en fait, dans les racines. Ça veut dire que tu le prends pour toi et donc tu es capable de le retraduire avec tes termes à toi et ta pédagogie de manière intelligible pour que quelqu'un d'autre le comprenne. Et ce phénomène de comprendre pour redonner est super important parce que c'est comme ça que tu arrives aussi à expliquer, donner des grilles de lecture différentes en fonction des gens à qui tu parles. Si tu parles à un enfant de 4 ans, le terme algorithme, tu peux l'expliquer à un enfant de 4 ans, je peux l'expliquer à Tristan ou à Rudy, je peux l'expliquer à ma grand-mère, mais je vais l'expliquer différemment. Et c'est ça, en fait, qui est exprimé dans cette phrase. Et Richard Feynman, qui était en plus professeur et qui adorait l'enseignement, a toujours... parce que moi, j'ai appris, en fait, la physique atomistique avec ses livres quand j'étais à la fac. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait cette capacité d'expliquer simplement, mais sans être simpliste. Et c'est là, en fait, qu'il faut faire attention. Et surtout, l'inverse de ça est de dire que ce n'est pas parce que quelque chose te paraît compliqué qu'il y a forcément quelque chose qu'il faut craindre ou quelque chose tu vois, qui est faux, quelque chose de complotiste. C'est peut-être aussi parce que c'est une manière de l'expliquer simplement, c'est juste que tu n'as pas eu l'explication qui t'était nécessaire. Alors, il y a aussi toute une partie dans le livre où tu expliques que tu ne partages pas forcément le cheminement émotionnel qui tente à condamner les algorithmes de Facebook ou de Google. Mais quand même, dans la logique intrinsèque de ces algorithmes-là, il y a quand même une responsabilité dans la diffusion de fake news. On en parlait tout à l'heure par rapport au contenu haineux et ainsi de suite. Comment on peut agir par rapport à ça, justement ? Alors, il y a vraiment deux sujets. Donc, d'une part, l'algorithme n'est pas responsable parce que ce n'est pas une personnalité juridique, ni morale ni physique. Les responsables sont les gens qui vont les développer, les gens qui possèdent ces algorithmes, les gens qui vont les vendre, les gens qui vont les utiliser. Et d'ailleurs, ce problème, souvent on me dit oui, mais les algorithmes c'est bien, mais en fait, le jour où tu as un problème, qui est responsable ? Et je dis, mais ça, c'est pas un problème nouveau, juridiquement parlant. Si tu vas dans un hôpital te faire un scanner, un IRM du cerveau, tout va bien, et dans 6 mois après, on découvre que tu as une tumeur, et qu'en fait, on aurait pu voir la tumeur sur l'IRM 6 mois avant, le problème est le même. Qui est responsable ? L'hôpital, le médecin qui a regardé ton imagerie, qui a fait le diagnostic, le technicien qui a fait l'IRM, le technicien qui a installé l'IRM, la société qui a vendu. Donc, ce n'est pas un problème nouveau. Donc, je pense que le problème existe depuis très longtemps et l'algorithmique n'apporte pas un problème nouveau là-dessus. Cela étant dit, donc les responsables, ce n'est pas moi qui conçois forcément l'algorithme, c'est une chaîne. C'est les gens qui possèdent, les gens qui vont demander à résoudre le problème, les gens qui vont vendre, les gens qui vont utiliser. Et à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que tu as des méthodes, et c'est vraiment le sujet du livre, c'est comment on doit faire en sorte que ces algorithmes soient bien développés, bien utilisés. Et pour ça, en fait, moi, je crois beaucoup à l'autorégulation parce que je me suis autorégulée avec mon équipe. Alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer ça ? Alors, je me suis autorégulée parce que je me suis appliquée à moi-même, et plein d'acteurs le font, des bonnes méthodes
de formulation du problème auquel tu veux résoudre. C'est important la formulation, parce qu'en fonction de la formulation, tu peux amener une mauvaise réponse. D'ailleurs beaucoup sur ça. C'est hyper dans important. Bouquin, donc la formulation, la conception de l'algorithme, le choix du jeu d'entraînement de data, l'entraînement lui-même, la validation, le test de l'algorithme, la validation et le suivi. Et ça, c'est ce qui fait que moi, j'ai vu encore beaucoup de scandales cette année où je me suis dit ça aurait pu être évité. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a eu un cas récemment, alors Facebook, je suis désolée, mais c'était sur l'outil Facebook, mais parce qu'on parle beaucoup de Facebook, même rien contre Facebook, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un outil, un algorithme de suggestion de vidéos. Donc, quand tu regardais une vidéo, tu avais des vidéos qui t'étaient suggérées en retour. L'algorithme, c'est un algorithme d'identification sur image, classique. Sauf qu'en fait, lorsque tu regardais une vidéo avec des personnes de couleur, tu avais en retour, tu avais le risque d'avoir en retour des vidéos de singes. C'est un cas de stigmatisation, par exemple. Et c'est un cas qui n'est pas nouveau. Il y a eu le même cas en 2015, non pas sur des vidéos, mais sur des images, avec Google qui avait un algorithme d'identification sur image qui labellisait une personne de couleur comme gorillaz. Gorille. Google a très bien réagi à l'époque, d'ailleurs. Ils ont essayé de réparer la chose. C'est difficile de réparer ce genre de choses, on ne se rend pas compte. Mais il y a toujours la solution qu'a fait Google et qui est très bien. Ils ont décidé d'enlever le label gorillaz et de vérifier les autres labels pour voir qu'il n'y ait pas de stigmatisation. En tout cas, lorsque j'ai vu que cette erreur sur Facebook, je me suis tout de suite dit, mais quand tu vois l'erreur de 2015, tu vois de Google, tu dois avoir des tests systématiques pour tester la discrimination ou la stigmatisation sur la couleur du peau. Et le fait qu'il ne l'ait pas fait, je me suis dit, c'est pas possible. Même moi, je le fais sur mes outils alors qu'il n'y a pas de visualisation du visage ou de la couleur de peau. Il se trouve qu'hier après-midi, en commission Bronner, j'allais y venir tout à l'heure, mais on auditionnait Google. Mm-hmm. Et ils nous ont rappelé ça, et notamment le fait qu'il y a une dizaine d'années, et notamment en France d'ailleurs, que sur le Google français, il y avait en saisie semi-automatique, sur la barre de recherche, le mot juif qui était suggéré très souvent après le nom d'une personnalité, parce qu'il y avait apparemment une curiosité un peu malsaine, du public français surtout d'ailleurs, pour ce type de recherche. Ouais. Ils ont pris leur disposition pour l'enlever, par exemple. Donc c'est plus le cas aujourd'hui. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait qu'ils aient une sorte si je t'entends bien, une sorte de charte éthique, ou en tout cas de dispositif qui permet de devancer ce problème, avant qu'il se manifeste. Oui, alors c'est vrai qu'on dit souvent le mot éthique, et c'est pas de l'éthique en fait, c'est du travail. C'est du bon travail, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est pas de l'éthique, c'est du bon travail, quoi. Tu développes un truc, tu dois le tester. Et pour Google, tu vois, typiquement, c'est encore un peu différent, parce que c'est pas tant qu'ils n'ont pas testé leurs algos, c'est qu'en fait, c'est des algos qui s'appuient sur l'occurrence d'utilisation des gens. Ils n'ont pas anticipé ce Donc, ce qu'ils auraient dû faire, par contre, mais ils le font, et Google le fait bien, c'est qu'ils vont aller tester statistiquement les usages des gens. Et c'est comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, quand tu tapais CEO, PDG, DG en l'occurrence, dans la barre de Google Images, tu n'avais que des hommes blancs. Et ben ils ont rectifié ça, ils ont mis exprès, tu vois, des images de femmes, de gens de couleur, et voilà. Donc quelque part, ils ont corrigé, mais ils ont corrigé la représentativité du monde. C'est-à-dire que les gens... Pour ne pas renforcer un biais... Exactement, un biais existant. Voilà. Et donc, mais donc, tu as ça, tu as la partie analyse. Une fois que l'algorithme est en fonctionnement, d'aller analyser ce que les gens font, et ça, c'est hyper important de le faire. Et puis, tu as de tester un algo avant de le déployer. Et c'est vrai que quand j'ai vu cet incident sur des personnes de couleur, je me suis dit, mais dès que tu commences à toucher à des individus, il faut tester la couleur de peau, il faut tester par rapport à l'âge, il faut tester par rapport au genre, il faut tester... Et puis peut-être que tu passeras à côté des choses, je veux dire, on n'est pas parfait, je veux dire, mais il y a vraiment des ce que j'appelle les bonnes pratiques de développement, et c'est vrai que je mets ça à côté de l'éthique, parce que c'est pas de l'éthique, c'est le fait de bien travailler. Tu vois, mais une bonne pratique, et ce que tu dis, le fait de bien travailler, ça dépend aussi d'une volonté. Est-ce que les États, les institutions européennes, par exemple, ainsi de suite, doivent contraindre, selon toi, les entreprises comme Facebook, Google et ainsi de suite à finalement cultiver cette volonté de manière un peu plus réelle. Tu as entièrement raison, et c'était le point, excuse-moi, j'ai pas répondu jusqu'au bout de la question, c'est que donc moi je m'autorégule, et moi je crois beaucoup à l'autorégulation, parce que pour moi ça s'appelle faire du bon travail, sauf que ça ne marche pas chez les gros acteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux économiques énormes.
Même si je pense que c'est un différenciateur économique, c'est-à-dire que c'est un différenciateur compétitif. Si tu commences à dire, moi, je teste comme ça mes outils, les gens, je me dis, iront naturellement vers toi. Sauf que les gros acteurs sont tellement à une position aujourd'hui où il y a des enjeux économiques tellement gigantesques qu'il n'y en a pas un qui fait le premier pas avant les autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils s'observent là. Parce que forcément, tu risques de perdre de l'argent sur un temps court ou moyen. Forcément, tu vas peut-être ne pas rassurer les actionnaires et autres. Cela étant dit, il y a une solution, c'est par la régulation, par les États. Et c'est là où la régulation, donc elle est actuellement en discussion en fait en Europe, mais c'est là où la régulation doit être très bien faite. Parce que ce qu'on a réussi à faire avec le RGPD, la réglementation de la protection des données à caractère personnel, il faut arriver à le faire en sachant que, comme je dis, je présente 2 cas de vide technologique dans le texte, mais c'est des textes qui sont amenés à être... j'en ai trouvé 2 sur 99 articles, c'est plutôt pas mal, quoi, ça va. Enfin, on peut dire que c'est un succès quand même. On a plutôt très bien travaillé. Du coup. Et puis ça a influencé le texte américain, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, pour les algorithmes, j'entends des choses comme par exemple, si on reparle de la formulation du problème, comment réguler les algorithmes. Et ce terme-là n'est pas bon. Tu dis que cette question est mal posée plusieurs fois dans le livre, tu reviens là-dessus, tu dis que c'est mal posé. Tu ne peux pas réguler un algorithme dans la mesure où tu ne peux pas l'évaluer entièrement. Par contre, ce que tu peux faire, c'est réguler les bonnes pratiques de développement. Ça inclut le développement, le test, les usages. Et ça, tu peux réguler. Et par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui t'impose de tester un algorithme avant de l'envoyer en production, utilisé parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs. Il n'y a aucune loi qui t'impose d'aller suivre un algorithme, tu vois ce que je veux dire, une fois qu'il est en fonctionnement. Et c'est ça qu'on doit imposer aux acteurs, avec en plus... Alors, le RGPD, quelque part, influe, tu vois, indirectement sur le développement algorithmique, puisque, par exemple, tu dois faire des études d'impact pour tes données à caractère personnel dans certains cas, des choses comme ça. Voilà. Donc, mais pas sur les algorithmes eux-mêmes. Mais c'est déjà une première étape dans la mesure où les algos vont fonctionner sur des algorithmes et sont entraînés ou calibrés sur des données. Mais il faut aller plus loin. Et dans le plus loin, c'est imposer des bonnes pratiques et imposer le calcul d'explicabilité à tous les niveaux, sur les données, sur l'algorithme pendant l'entraînement et une fois l'algorithme entraîné. Et ça, c'est fondamental. Et le jour où tu as un problème, où tu vois qu'il y a un scandale, tu vas voir la boîte, tu demandes à ce qu'elle te dévoile ses pratiques. Il n'y a pas de secret de dévoiler les pratiques de développement et de test et d'usage. Ça fait partie d'une gouvernance algorithmique que toutes les entreprises devraient mettre en place, qui n'est pas encore, qui n'est pas un réflexe encore. Et là, si tu vois que l'entreprise, c'est un jugement, si tu vois que l'entreprise n'a pas des bonnes pratiques ou qu'elle n'a pas fait l'effort à ce moment-là, tu as une amende et tu dis à l'entreprise, vous avez tant de temps pour vous mettre en conformité, on revient après pour voir si vous avez les bonnes pratiques. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et il faut davantage faire ça que j'ai entendu des gens, des choses écrites disant oui, il faudrait valider chaque algorithme qui va sortir. Non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les gens. Et moi, je préfère que l'Europe mette de l'argent dans la recherche dans ces domaines plutôt que dans des gens qui vont aller checker tous les algos. On est d'accord que dans ton esprit, c'est au niveau européen avec ce qu'ils appellent le Digital Act qui est en train d'être discuté au niveau européen. Alors, dans le Digital, tu as 2, c'est encore autre chose. Tu as le DSA, Digital Service Act, Digital Market Act. Donc, le Market Act, c'est pour des lois qui vont... Donc, c'est vraiment à destination des gros acteurs. Pour aller pour garder le droit à la concurrence, en fait. Alors, le Digital Service Act, c'est davantage pour aller protéger les libertés fondamentale des utilisateurs. Et à côté, tu as encore un autre texte qui est en cours de discussion sur l'intelligence artificielle, où là, tu as les notions liées à l'algorithme. Donc, il y a vraiment 3 textes qui sont en train d'être discutés. Le DSA Service Act pour les droits fondamentaux des utilisateurs, le Digital Market Act pour le droit à la concurrence, et le texte sur l'intelligence artificielle, donc sur les algorithmes. Alors dans le livre, il est question de Minority Report, notamment. Ah oui. Je crois que tu avais une question, Rudy, sur cette thématique-là. Oui, en fait, tu abordes le sujet dans ton livre, et donc Minority Report, on rappelle, d'abord c'est un livre de science-fiction, enfin pas seulement de science-fiction, et qui décrit donc un futur proche où on aurait des précogs qui permettraient d'anticiper la commission de crimes. Et donc les policiers interviennent avant le crime. Il y a eu un film de Spielberg d'ailleurs. Un film de Spielberg, et puis c'est l'adaptation de Philip K. Dick. Et en fait, je me disais, mais finalement, toi, tu as un usage vertueux des algorithmes. Tu as fondé une boîte justement pour anticiper la détection de cancer du sein plusieurs mois, voire 2 ans, plus de 2 ans, c'est ce que tu disais, je crois, avant leur apparition, quoi. Donc, il y a bien des usages vertueux des algorithmes. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait imaginer des algorithmes, ou en tout cas une veille antiraciste, anticomplotiste, algorithmisée, c'est-à-dire se servir de cet outil mais voilà, mais
comment être créatif là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait bonne imaginer? Voilà. Alors en fait, pour que les gens comprennent, on crée des algorithmes pour différents objectifs. Tout d'abord, pour aller répondre à une question, résoudre un problème, faire une prédiction ou comprendre des mécanismes. Et donc là, l'idée, ce serait par exemple dans le cas du complotisme, ce serait soit d'anticiper quelqu'un qui aurait un acte complotiste parce qu'il y aurait des signaux faibles sur les réseaux, parce que j'imagine qu'il y a des schémas répétitifs dans les comportements des complotistes. Il y a ça. Il y a aussi la détection de contenus complotistes et la compréhension des mécanismes des agissements des complotistes sur les réseaux. Je parle des réseaux parce que c'est principalement là-dessus qu'on pourrait avoir de la data aujourd'hui. Sûrement, il y a peut-être des choses qui sont faites d'ailleurs. Parce qu'il y a des algorithmes, par exemple, qui sont... Alors, c'est des sujets qui sont très compliqués. Je le dis parce que souvent, les gens, en fait, ne se rendent pas compte. C'est par exemple pour les contenus haineux sur les réseaux. La majorité des contenus peuvent être détectés avec des algos, sauf que même si tu as 80%, même si tu as 90%, j'invente, des contenus qui sont détectés et que tu ne vois pas, vu que tu as encore 10% des contenus qui sont là, alors après, tu as aussi des modérateurs humains, mais juste pour l'idée, pour réfléchir... Eh ben, les gens ne se souviennent que de 10% et ne se rendent pas compte que derrière, tu as 90%, sinon on serait inondé de photos de petits chats et de porno. Voilà, grosso modo. Pour être deux extrêmes, voilà. Pour moi, ce serait des petits chats. Et en fait, je dis ça parce que... Il reste le porno. Tristan, je sais pas, voilà. D'où ça sort, ça. et en fait, oui, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Pour d'une part comprendre les mécanismes des complotistes, parce que je pense que même si vous travaillez là-dessus, je pense qu'il y a des choses implicites que vous ne captez pas encore. Oui, c'est sûr. Et en fonction aussi de la catégorie de personnes, en fonction de la culture, en fonction de quel type de complot, etc. Et puis, parce qu'encore une fois, nous, on capte des choses explicites. L'algorithme peut aller voir des choses beaucoup plus abstraites, implicites. Et puis, il peut aussi, on pourrait travailler sur un algorithme pour aller justement capter les signaux faibles d'anticipation de l'arrivée d'un propos complotiste, voire de la détection. En fait, tu te rappelles de cette intelligence artificielle qui avait été lancée, je crois, par, je ne sais plus si c'était Microsoft, et en 2016. Et alors, c'était du machine learning, je ne sais pas, ou de l'intelligence... Et en tout cas, il avait mis, c'était un compte Twitter, il l'a mis sur Twitter. Ouais. Elle avait eu, je crois, plusieurs dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'interactions. Et elle était devenue nazie en quelques Mais c'était heures. un test qui était biaisé, si je puis me permettre. Alors voilà, c'est intéressant. Alors, c'est marrant parce que tu vois, ça, par exemple, moi, je m'amuse à casser les mythes. Alors, j'en fais, par exemple, dans le livre, je parle de Gasparov et de lorsqu'il perd devant, parce que tout le monde était là, la machine, voilà. Non, en fait, c'est juste la machine n'avait plus de jeu à faire, du coup, elle avait tiré un coup aléatoire, ce qui a perturbé Gasparov. Donc en fait, elle a fait un coup humain, quelque part. Elle a fait un coup qu'Aurélie aurait fait. C'est encore plus flippant. Voilà. Non, mais c'est important, donc moi, je casse les mythes. Et ça, je vais te casser le mythe là-dessus, et je m'excuse, mais c'est important parce que les gens ont tendance après à créer, justement, des croyances et des fantasmes en tout genre. Donc moi, je casse les mythes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont en effet mis ce bot, ce compte Twitter, où derrière il y avait une machine qui fonctionnait. Donc, d'abord, deux choses. L'algorithme avait été pré-entraîné par un ensemble de jeux de données en fait, sur des conversations qui elles-mêmes étaient potentiellement biaisées. Mais surtout, une fois que le bot, donc le Twitter, a été mis en action et que les utilisateurs pouvaient interagir avec lui, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft avait dit que ce compte Twitter était un bot, a dit aux gens, ce compte Twitter est un faux. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font les gens? Ils testent, en fait. Oui, et donc, en fait, ça ne reflète pas forcément le comportement des gens. Ça reflète le côté un peu pervers ou curieux qu'on a tous. Je suis désolée, je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, je l'ai déjà fait avant avec Siri, ou donc la boîte vocale d'Apple, où en fait, je lui pose des questions complètement dingues. Qui est mieux qu'une femme ou un homme? Est-ce que le monde est sexiste? Qu'est-ce que tu as dit? Chacun son truc. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que tu as envie de voir ce que Siri te répond, en fait. Et on voit les réponses, l'évolution des réponses de Siri. Oui, mais du coup, ça permettait de comprendre que cette intelligence artificielle est vraiment artificielle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris qu'elle était testée, qu'elle était poussée en ses retranchements. Ah bien sûr, mais par contre les gens... mais tu vois, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que... Alors là, c'était une petite expérience de la part de Microsoft, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû dire que c'était un... Mais c'est mon avis, ils n'auraient pas dû dire, c'est là que ça aurait été intéressant. Mais surtout, c'est par exemple un type d'exercice comme ça, si tu veux mettre la machine, si ça devient quelque chose d'industriel, parce que tu veux l'utiliser, par exemple, faire de la communication avec des clients, ou un service après-vente ou autre... Typiquement, c'est de faire, et les gens le font, c'est de faire de l'analyse sémantique des échanges au fur et à mesure du temps pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de biais, ne serait-ce que dans l'utilisation, dans l'usage qu'en font les gens, en fait. Parce que parfois, même quand tu développes quelque chose qui est bien fait,
les gens ne comprenant pas comment il faut utiliser la technologie vont l'utiliser de manière biaisée. Et ça, on l'a vu, ça existait déjà. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt de suivre aussi les comportements de l'interaction des gens avec un outil. Alors juste sur l'exemple finalement de ce bot, peut-être effectivement que ce bot sur Twitter avait été victime d'un truc qui est très classique en ligne, et je vais essayer de développer un peu là-dessus, mais c'est les campagnes. Il y a peut-être eu sur un forum probablement toxique, allez, venez tous, on va s'organiser et on va foutre le boxon avec ce compte. Alors là, j'en viens justement à tout ce que moi je perçois en tout cas du militantisme conscientisé, des campagnes conscientisées de groupuscules complotistes, extrémistes, haineux, pour influencer le jeu des algos. Et alors, parfois c'est conscientisé, parfois peut-être pas. Alors quand c'est conscientisé, c'est des vrais raids qui s'organisent. Donc là, on voit bien pour faire monter en tendance un hashtag. Donc là, on voit bien que l'entreprise privée qui a la responsabilité de son algorithme fait face à des communautés organisées qui visent à pervertir le travail des algos. Ça, c'est une première question, remarque. Bon. Ensuite, il y a un autre effet que je trouve assez déroutant, vertigineux. Je prends juste l'exemple de la FNAC, qui est un peu mon dada, j'en suis depuis pas mal d'années. Les moteurs de recherche de la FNAC ont fait des recherches. Bon. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on s'amuse à tester des mots-clés, notamment j'ai essayé le mot vaccin régulièrement. Bon. Et d'abord, dans les résultats qui sont triés par les algos, les résultats qui remontent sont pour l'essentiel des bouquins vaccinosceptiques, et il y en a notamment un qui s'appelle « Vaccin, un génocide planétaire », qui est souvent dans les 10 premiers, et qui est un bouquin qui n'est clairement pas le bouquin le plus populaire, qui n'est pas le plus vu, mais qui a une petite base militante très énervée, très engagée. Même chose quand on tape 11 septembre, on va avoir des bouquins d'Alain Soral, par exemple, qui vont sortir vraiment en premier. Peut-être pas parce qu'ils sont les plus vendus, mais parce qu'il y a une... Ils sont les plus regardés, peut-être. Alors je ne sais pas si c'est un terme d'engagement, s'il y a un mélange de commentaires laissés, de likes, de liens entrants. Je ne sais pas quelle est la sauce algorithmique qu'il y a derrière, mais le résultat est qu'on a des bouquins pour les vaccins ou pour des sujets assez toxiques qui sont manifestement des phénomènes marginaux et qui arrivent à monter du fait du militantisme c'est intéressant. D'une minorité. Oui, et donc là, il y a, je veux dire, le fait que les algorithmes deviennent une sorte de champ de combat politique militant pour les minorités qui veulent se faire entendre. Et là, ce que tu dis est très juste, c'est que quelque part, quand je parlais de comportement biaisé, d'usage biaisé de l'algorithme, ça en fait partie, sauf que ça peut être conscient. C'est-à-dire que ces gens, pas forcément, mais ça peut être conscient. Des gens te disent, bon, je ne connais pas l'algorithme de la FNAC, mais imaginons que cet algorithme s'appuie sur, quand ils vont te proposer la liste, s'appuie non pas sur les ventes, mais va s'appuyer sur le nombre de fois où la page a été regardée, ou le nombre de commentaires, les engagements, en fait. Typiquement, tu peux avoir un militantisme des gens qui vont se dire, allez, on va tous regarder cette page en même temps, on va tous mettre des commentaires, on va tous, tu vois ce que je veux dire, et pourquoi ? Parce qu'ils savent que ça peut faire remonter la source, voilà. Ça serait intéressant de discuter avec la FNAC pour savoir quel est le type d'algo, parce que honnêtement, tu ne détruis pas un secret en disant sur quoi est basé l'algo, parce que la richesse de l'algo, c'est vraiment comment l'algo est construit. C'est ça qui est intéressant, mais la logique, moi je peux t'expliquer comment mon algorithme, par exemple, fonctionne pour le cancer du sein, sans te donner la manière dont je l'ai construite, qui est là pour le coup est le secret, la manière dont je l'ai entraîné, qui est là est le secret. Mais par contre, je peux t'expliquer la logique. Ce sont deux choses différentes. Mais c'est vrai que... Ça veut dire que toutes les entreprises peuvent expliquer la façon dont construit leur algorithme et comment il fonctionne. Alors, pas la manière dont ils l'ont construit. C'est la manière dont il fonctionne un minimum. Par exemple, je te donne un exemple. Te dire, par exemple, et moi j'encourage ça, de dire, moi je suis pas pour la transparence des algorithmes strictement, sauf quand ce sont des algorithmes de l'État, parce que sinon tu vas freiner l'innovation privée. Par contre, j'encourage la transparence de communication de comment l'algorithme fonctionne. Je m'explique. De dire aux gens, voilà, quand vous allez sur Twitter, par exemple, ou un autre TikTok, peu importe, on va parler de Twitter, ça va être... vous avez différents types d'algorithmes qui fonctionnent. Vous avez l'algorithme de suggestion de contenu, vous avez l'algorithme de suggestion de connexion, de compte à suivre, vous avez plusieurs algorithmes, et dans l'algorithme de suggestion de contenu, en fait, on va faire travailler cet algorithme sur plusieurs critères. Ça va être, je sais pas moi, votre fréquence de connexion, ça va être la classe à laquelle vous appartenez, parce qu'on a aussi un algorithme de classification des utilisateurs en fonction de similarités statistiques sur vos comportements, qui vont être ce que vous aimez, avec qui vous êtes connecté, la fréquence de vos commentaires, la nature de... Parce qu'on peut analyser le sentiment d'un commentaire négatif, neutre ou positif. Et de dire ça, tu ne donnes pas de secret. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que tu fais, c'est de façon à ce que... Et du coup, tu expliques les données qui sont collectées.
Faire ça, ce n'est pas dévoiler un secret, c'est de voir l'utilisateur comme un collaborateur. Et moi, je crois beaucoup à ce... Il y a Sanjay Sharma, qui est un prof du MIT, qui avait écrit un bouquin il y a des années, 2017 ou 2016, je ne sais plus, qui s'appelait The Inversion Factor, où il explique pourquoi la transformation data, et donc la transformation algorithmique, on pourrait maintenant le traduire ainsi, a inversé les modèles. Tu ne proposes plus un produit, tu proposes un service, donc une expérience avec ce produit. Tu ne proposes plus, le client n'est plus un client ou un simple utilisateur ou un consommateur, c'est un collaborateur. Parce que pour pouvoir lui proposer un service de qualité en utilisant sa data, il faut que lui collabore avec toi pour accepter. Et ça va au-delà de la simple de cocher la case les conditions générales d'utilisation. C'est davantage une vraie relation de collaboration où, du coup, l'utilisateur va en retour te donner un feedback vachement constructif et peut même, dans certains cas, te donner la solution. Tu disais, ça briderait, ça inhiberait l'innovation, la transparence algorithmique. Pourquoi concrètement? Bien sûr. Peut-être ça. Alors, ça fait partie de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, n'importe quel acteur privé, si tu lui demandes de donner le secret, tu vois... C'est comme Coca-Cola qui publierait sa recette. Exactement. Et en fait, la concurrence en emparerait, donc ils ne vont pas investir. Exactement. Je te donne mon exemple. Moi, j'ai créé une seconde boîte, on a développé un algorithme assez innovant, surtout la manière dont on l'a construit. Si demain, l'Union européenne me dit, vous savez, pour déployer votre algorithme en Europe, il va falloir publier l'algo et de tout expliquer de comment vous l'avez construit, en fait, je ne vais sûrement pas déployer en Europe. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je vais même te dire, je pensais faire un papier un jour là-dessus, dans ma chronique, c'est de dire que la transparence des algorithmes favoriserait les géants. Parce que un géant comme Google va prendre... Mais voilà. Moi, j'ai la créativité. Avec mon équipe, on a de la créativité. On a une agilité que les gros n'ont moins. Mais les gros ont une capacité que moi, je n'ai pas. Et surtout, en plus, d'un point de vue scientifique et technique, le fait de publier l'algorithme, ça ne va pas nous aider plus que ça. Parce que rappelez-vous, ce qu'il faut, c'est connaître la logique. Une fois que tu as l'algorithme dans les mains, en fait, le seul truc que tu peux faire, c'est lui appliquer des méthodes de calcul d'explicabilité une fois l'algorithme entraîné. Mais tu as plein de méthodes avant. Calcul d'explicabilité, oui. Tu peux expliquer Bien sûr. cette expression? Bien sûr. Alors l'idée, c'est une discipline à part entière qui s'appelle XAI, Explainability AI, qui sont en fait, c'est des gens qui vont travailler à développer des méthodes de calcul statistique pour extraire la logique de l'algorithme. Moi, je les utilise depuis très longtemps. Hein. Donc l'idée, et ça se développe énormément, ça va très très vite, donc c'est passionnant. Et j'en parle vraiment, c'est vraiment le cœur de mon livre pour le coup. Et donc, tu as 3 niveaux. Quand tu développes un algorithme, tu as d'une part, avant d'entraîner l'algorithme, ça va être d'appliquer des méthodes de calcul d'explicabilité sur le jeu de données. Le jeu de données sur lequel tu vas entraîner ton algorithme. Tu vas regarder, la chose très simple que tout le monde doit faire, c'est de l'échantillonnage, regarder la taille de ton échantillon. Après, tu peux aller regarder la nature, la diversité au sein même de ton échantillon. Et pour ça, tu as plein de méthodes de calcul tu as même des labels. Tu as une équipe justement au MIT qui a défini un label comme un label de nutrition, en fait. Mais un label pour définir la qualité de ta data, etc. Et là, déjà, tu peux voir si tu as un jeu de data biaisé ou pas. Après, tu as le calcul d'explicabilité pendant l'entraînement. Et là, tu as certains types d'algorithmes. Alors pour que les gens sachent, mais c'est par exemple pour les algorithmes d'apprentissage statistique. Donc, c'est-à-dire ceux qui vont être, par exemple, du clustering. Quand on classe les individus ou les scénarios, là, tu peux introduire de l'explicabilité. Je peux donner un exemple très simple. Par exemple, quand tu as un algorithme qui va classer par exemple, tu veux un algorithme qui va estimer si tu as droit ou pas à un crédit, un prêt pour une maison, tu vois. En sachant qu'à la fin, c'est le banquier qui décide, mais ça peut être un éclairage. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux avoir, par exemple, un algorithme qui va classer les clients passés et ceux à qui on a refusé, ceux à qui on a accepté le prêt. Et tu peux rajouter de l'explicabilité en rajoutant un champ supplémentaire pour chaque client qui va être la raison pour laquelle on lui a refusé ou on lui a accepté le crédit. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'une fois que l'algorithme est entraîné, donc tu as tes classes d'individus, tu vas projeter un nouveau client dans ces classes, tu vas voir du coup à quelle classe il appartient. Dans cette classe, tu vas avoir par exemple 70% des gens à qui on a refusé le prêt, et au sein de ces 70%, tu as une répartition des causes. Du coup, ça permet d'avoir un éclairage supplémentaire, tu vois. Et puis, tu as alors, tu en as plein d'autres, des méthodes, mais je t'en donne une. Et puis après, tu as les méthodes qui sont post-entraînement, une fois que l'algorithme a été entraîné. Et l'idée est la suivante. Après, c'est très mathématique, mais l'idée, c'est, tu as un algorithme relativement opaque. À côté de cet algorithme relativement opaque, on va faire un modèle de substitution. On va créer mathématiquement un modèle qui, lui, plus explicite. Et on va le tuner, on va optimiser de façon à ce que les deux donnent la même réponse. Et à partir de là, quand tu as une réponse, en fait une convergence dans les réponses, tu peux dire, voilà, celui-là, dont je connais le fonctionnement parce que je l'ai créé,
va exprimer une partie de la logique de cet algorithme plus opaque. Et après, tu vas me dire, bah oui, mais pourquoi tu n'utilises pas celui-là qui est explicite pour faire tes calculs ? Parce qu'en fait, il n'exprime qu'une partie de la logique, pas toute la logique de l'algorithme. Mais donc, toutes ces méthodes, en fait, sont hyper importantes parce qu'elles permettent d'extraire une partie de la logique de l'algorithme. Et c'est des méthodes que tout le monde devrait appliquer, que beaucoup appliquent. Hein. Mais ça devrait être systématique et imposé par la loi. C'est assez dingue, parce que la façon dont tu décris ça, on a l'impression qu'on a une sorte d'animal, on crée une sorte d'animal, et après, il faut que, pour le comprendre, il faut qu'on revienne dessus, qu'on analyse ses comportements, qu'on voit un peu comment il se développe, comme si on pouvait pas, on est toujours habitué, moi j'ai une vision assez basique, on crée un truc, on le lance et puis voilà, il roule tout seul. Et là on a l'impression que vraiment on crée quelque chose qu'il faut après, de toute façon, au niveau de sa nourriture, donc les datas de base, la façon dont il digère, après son comportement, il faut qu'on échantillonne les trucs, ses comportements, pour pouvoir le comprendre, l'analyser et pourquoi pas l'orienter un peu plus. Mais en fait, c'est pas nouveau. C'est ça que, c'est le principe même, en tout cas dans mon domaine, la modélisation, c'est le principe même de la modélisation. C'est vrai. C'est quand tu fais de la modélisation, même de la modélisation mathématique. Tu modélises un phénomène, tu schématises la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est pour ça que c'est un modèle. Tu écris mathématiquement une représentation de cette réalité. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé sur le traumatisme crânien, j'avais un modèle mathématique que je définissais localement dans le tissu du cerveau. Donc, je définissais localement le comportement du cerveau et par des calculs d'intégration assez complexes à plusieurs dizaines de millions de degrés de liberté, je calculais la réponse macroscopique du cerveau. Quand tu obtiens une réponse macroscopique d'un truc dont tu as défini localement seulement le comportement, je peux te dire que la dérivation, elle est hyper complexe et que j'avais parfois des résultats où je ne comprenais pas et du coup, il fallait que je revienne. Tu vois. Mais c'est le principe même de la modélisation. Tu vois. Donc, c'est vraiment... Et je me rends bien compte que ça peut être difficile à comprendre, mais en tout cas, le mot redit jamais. Rien ne nous échappe. C'est pas ça qu'il faut, tu vois. C'est que tu peux avoir des choses que tu comprends pas, mais ça ne nous échappe pas. Tu vois. On revient, on se pose, on réfléchit, on analyse, voilà. Et on peut déconnecter au pire si ça ne marche pas, ou si les conséquences sont graves. J'ai une question. Tu viens de parler de modélisation. Moi, j'ai un vieux fantasme qui consisterait à modéliser les complots. Et de dire, bah voilà, on a modélisé tous les complots de l'histoire, les complots réels, documentés. Et puis à côté de ça, on a modélisé aussi les théories du complot. Donc on a un programme ou un algorithme, je sais pas, qui est capable de distinguer entre les deux. Et qui est capable aussi de nous dire, face à une situation donnée, ce qui est le plus probable. En sachant que ça restera une suggestion. Tout à fait. Donc c'est qu'un modèle. C'est une analyse, voilà. Mais ça te paraît concevable, par exemple mais je serais même étonnée que les gens... Il n'y ait pas d'équipe qui... Enfin, je suis sûre qu'il y a des équipes qui ont travaillé là-dessus. Alors, il y a quelques années, il y a un chercheur qui a expliqué que le complot, je ne sais plus lequel d'ailleurs, ne pouvait pas tenir parce qu'au bout d'un certain temps, avec le nombre de gens impliqués, il y aurait forcément une sorte d'asymptote qui tend vers 1 dès lors que... un certain nombre de gens sont impliqués dans ce complot et qu'un certain nombre d'années ou de mois ou de durée s'est écoulé. Il n'est plus possible de garder secret un phénomène. Voilà. Écoute, mais ça avait été critiqué d'accord. aussi. D'accord. Moi, je ne connais pas ce cas. Mais ce serait envisageable moi, je pense que ça vaudrait le coup. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas le temps en ce moment. Déjà, j'étais là, mais du coup, ce sujet m'intéresse, moi. Mais moi, ça me ferait rigoler, tu vois, en tout cas au stade de test et d'exploration. Donc, au stade de recherche, en fait, de m'amuser, tu vois, j'ai pas le temps, voilà, mais tu vois, de travailler avec des gens, tu vois, comme vous, qui sont des spécialistes du complot, et d'aller récolter des jeux de data sur les grands complots de l'histoire et le profil des complotistes, et d'avoir des métadatas. Donc, les métadatas, ce sont les datas qui vont décrire le point de données qui est le complot. Donc, le complot est rattaché à des complotistes, des profils de complotistes, etc., bon, des industries, des époques, etc., des médias, enfin bref. Et après, d'aller entraîner un jeu de données là-dessus et en entraîner un algorithme, et je verrais bien par exemple des classes de complot, et d'aller pouvoir... Mais encore une fois, c'est difficile de te répondre comme ça, tu vois. Moi je dis que tout peut être testé de façon exploratoire, et de voir ce que ça donne. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que même si ça fonctionnait dans 80% des cas, dis-toi bien qu'il faut bien analyser les 20% pour voir si ça n'a pas de conséquences graves. Moi, je suis très poppérienne pour le coup là-dessus, c'est-à-dire que je serais poppérienne, c'est-à-dire que si tu peux pas réfuter, c'est pas une science, et ben là c'est pareil. C'est-à-dire que au lieu de chercher à... Je sais que ça peut paraître naïf, mais quand j'entends les gens dire on va faire des trucs for good, tu vois. Bien sûr qu'on va faire des trucs for good. Moi, je fais pas un algo pour tuer des gens. Cela étant dit, à chaque fois dans tout ce que j'ai développé, je ne réfléchis jamais au bien que je peux faire, je réfléchis toujours au mal que je peux faire, même à une minorité. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit.
Eh bien, c'est un mot de conclusion parfait. Rudy, avant de conclure, je crois que tu avais quelques petits mots à nous dire de cette nouvelle revue Franc-Tireur, à laquelle tu participes avec le complot de la semaine. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu quelques mots brièvement. C'est un nouveau journal qui s'est créé, qui est hebdomadaire, qui fait 8 pages et auquel on m'a demandé de collaborer. Chaque semaine pour une petite rubrique qui s'appelle le complot de la semaine. Donc on parle complotisme chaque semaine. Donc, voilà, c'est suffisamment rare qu'un journal se lance pour qu'on en parle. Voilà. La baseline du journal, c'est La raison est un combat. Ça sort tous les mercredis et ça vaut 2 €. Le prochain numéro, c'est demain. Alors, lisez Les algorithmes font-ils la loi d'Aurélie Jean et aussi De l'autre côté de la machine, son précédent ouvrage qui est au livre de poche. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, likez, partagez, commentez cette émission. Retrouvez Rudy et Tristan sur Complorama sur France Info et Tristan sur France Inter le vendredi matin avec Antidote. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous aurons Sylvain Delouvet comme invité. Salut, bonne semaine. Salut. Au revoir.